Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler des impôts fonciers des expatriés. Si vous êtes résident fiscal à l'étranger ou que vous comptez le devenir et que vous avez de l'immobilier en France et des revenus locatifs en France, cette vidéo est faite pour vous. On va détricoter les impôts fonciers des personnes qui sont résidentes à l'étranger. Important, allez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je donne une exception à la règle qui est souvent méconnue des expatriés. C'est parti. Pour les non-résidents fiscaux, il y a une règle majeure qui est présente dans ce bulletin officiel. Donc c'est le bulletin officiel des impôts du 6 avril 2017. On va à la section 340 et on va avoir une référence à un article, l'article 197 du Code général des impôts, et qui nous dit en gros que le taux d'imposition ne peut être inférieur à 20% du revenu imposable. Donc on va aller voir la référence à l'article 197. On arrive donc sur l'article 197A qui nous dit que pour les personnes qui sont résidentes fiscales à l'étranger, voilà, donc qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, alors l'impôt, il s'agit ici de la tranche d'imposition, l'impôt en ce cas ne peut être inférieur à 20% du revenu net. Ça veut dire que la tranche minimum d'imposition, c'est 20%. Alors que pour un résident fiscal français, si ses revenus sont faibles, il ne paiera pas d'impôt. La première tranche, c'est 0%. Alors que pour un non-résident fiscal, la tranche minimum est de 20%. Alors ça, c'est le principe général. On verra, je présenterai par la suite une exception. En fait, il y a une exception à cette règle. Mais pour l'instant, on va parler du principe général. Alors vous vous dites peut-être, je ne comprends pas bien, la personne est domiciliée fiscalement hors de France, pourquoi est-ce qu'elle devrait payer des impôts en France et en plus avec un taux minimum de 20%. De quels impôts parle-t-on et de quels revenus parle-t-on? Alors il est mentionné dans cet article des revenus de source française. Ça veut dire que cet article distingue les revenus de source française des revenus de source étrangère. Alors pour comprendre de quels revenus on parle, de quels impôts on parle, il faut aller voir un document qui s'appelle une convention de non-double imposition. Alors qu'est-ce que c'est qu'une convention de non-double imposition? C'est un document qui est rédigé entre deux pays, par exemple la France et le Royaume-Uni, la France et les Pays-Bas, ou la France et Singapour. Et dans ce document, eh bien, les deux pays vont s'entendre sur les impôts à payer, quels impôts à payer et où doit-on les payer. Alors on va aller voir une première convention de non-double imposition. Donc il suffit de taper voilà, non-double imposition France-Singapour par exemple. On télécharge la convention. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les revenus immobiliers. Ce ne sont pas les revenus du travail. Ce ne sont pas les dividendes d'entreprise. Donc on va aller sur la partie revenus immobiliers. Voilà, donc c'est l'article 6 dans cette convention. Et en général, pour les revenus immobiliers, c'est un peu toujours le même principe qui s'applique dans les conventions de non-double imposition. Et c'est l'article, donc c'est la partie 1 de l'article 6. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés. Dans l'État contractant où ces biens sont situés. Ça veut dire que pour un bien immobilier situé en France, que vous soyez fiscalement domicilié en France ou que vous soyez résident fiscal à l'étranger, vous allez payer vos impôts en France.
C'est-à-dire que sur ces revenus immobiliers, donc les revenus locatifs, eh bien, vous allez payer vos revenus en France, que vous soyez à Singapour ou que vous soyez en France. Ça ne change rien. Et réciproquement, si vous avez investi dans un appartement à Singapour, eh bien, vos revenus immobiliers seront imposés à Singapour, que vous soyez résident fiscal singapourien ou que vous soyez résident fiscal français. Donc ça dépend de la localisation du bien et donc ça ne dépend pas de votre résidence, de votre lieu de résidence fiscale. Alors il y a quand même une petite différence, c'est que si vous êtes résident fiscal singapourien et que vous avez investi dans un immobilier en France, eh bien vos revenus immobiliers seront imposés avec un taux minimum de 20%. Ça, c'est la seule différence qu'il y aura. Voilà. Donc vous continuerez de payer la taxe foncière en France, vous continuerez de payer vos impôts sur les revenus locatifs en France. Donc, si vous vous expatriez à l'étranger en espérant payer moins d'impôts sur vos revenus immobiliers, bah vous vous trompez. Tout simplement. Alors, on va aller voir une autre convention de non-double imposition. Par exemple, allez, on va prendre France, Pays-Bas. Déjà, on est plus proche. Voilà. Alors, la France a signé des conventions de non-double imposition avec la majorité des pays. Voilà. Et puis, on va chercher la partie liée aux revenus immobiliers. Voilà, donc c'est encore l'article 6. Et on va retrouver donc la première partie, les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l'État où ces biens sont situés. Donc on trouve une petite variation, ce n'est pas exactement écrit de la même manière, mais c'est exactement le même principe. Donc toujours la localisation du bien et non la localisation de la personne physique. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire la quasi-totalité des conventions fiscales. On aurait à peu près la même chose. Alors, un point important, on a parlé beaucoup de résidence fiscale. Comment déterminer la résidence fiscale? Alors, c'est important dans le sens où, si vous êtes résident fiscal à l'étranger, bah, vous allez payer un taux minimum de 20%. Alors que si vous êtes résident fiscal français, eh bien, ce taux minimum, bah, c'est potentiellement 0%. Donc c'est important de savoir si vous êtes résident fiscal en France ou par exemple aux Pays-Bas. Alors en général, quand on hésite sur la résidence fiscale, c'est qu'on vit une partie de l'année dans un pays, une partie de l'année dans l'autre, ou qu'on travaille dans un pays et qu'on vit dans l'autre, donc on hésite. Et en fait, cette question de la résidence fiscale est tranchée par la convention de non-double imposition. Alors là, par contre, il y a des variations entre les pays. Les accords ne sont pas toujours les mêmes, il faut regarder en détail. Donc on va regarder par exemple sur le domicile fiscal, donc c'est l'article 4, et on va regarder dans quel cas on est résident fiscal français, dans quel cas on est résident fiscal aux Pays-Bas. Donc on a 4 règles qui régissent la notion de résidence fiscale entre la France et les Pays-Bas. Donc c'est partie A, partie B, partie C, partie D. Alors elles se lisent dans l'ordre. Donc en général, c'est partie A. Si la partie A n'est pas applicable, on va à la partie B, puis à la partie C, puis à la partie D. Donc la partie A nous dit que cette personne est considérée comme résidente fiscale de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Donc si vous habitez de façon permanente dans un pays, que ce soit en France ou aux Pays-Bas, bah, vous êtes résident fiscal de ce pays. Maintenant, il y a le cas où on a un foyer d'habitation permanent dans les deux pays. Alors, qu'est-ce que cette partie A nous dit? Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États, elle est considérée comme résidente de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. C'est-à-dire que si vous habitez de façon permanente en France, par exemple 6 mois en France et 6 mois aux Pays-Bas,
mais que vous travaillez aux Pays-Bas pour une entreprise hollandaise, néerlandaise, eh bien, vos centres d'intérêt économique sont plus étroits aux Pays-Bas, donc vous êtes fiscalement résident aux Pays-Bas. Alors il peut y avoir des cas un peu compliqués, par exemple si votre famille est en France et que vous travaillez aux Pays-Bas, vous avez vos liens personnels qui sont en France, vous avez vos liens économiques qui sont aux Pays-Bas, donc là ça peut être un petit peu compliqué. Donc c'est la notion des centres des intérêts vitaux. Intérêts vitaux, c'est économique et personnel. Ensuite, on a la partie B. Si le centre des intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, c'est-à-dire qu'il y a une hésitation, par exemple, je vous l'ai dit, la personne travaille dans les deux pays, ou la personne a une famille dans les deux pays, bon ça c'est plus rare, ou qu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États, donc elle habite dans les deux États, elle est considérée comme résidente de l'État où elle séjourne de façon habituelle. Si vous habitez plus dans un pays que dans l'autre, alors vous allez être résident fiscal de ce pays. C'est-à-dire que si vous vivez par exemple 9 mois de l'année dans un pays, que vous avez une habitation permanente, et 3 mois de l'année, et que vous avez aussi un appartement dans l'autre pays, c'est là où vous vivez le plus, c'est là où vous allez être le résident fiscal. Ensuite, on a la partie C. Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États, ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'État dont elle possède la nationalité. Et ça, c'est très intéressant, ça c'est particulier à cette convention fiscale. On ne va pas la retrouver, par exemple, dans la convention fiscale singapourienne. Ça va être, en fin de compte, ça va être la nationalité. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à déterminer, vous n'avez pas d'habitation permanente, ou vous séjournez de façon équivalente dans les deux pays, de façon habituelle dans les deux pays, à la fin on va dire voilà, vous êtes français, donc vous payez vos impôts en France. Alors là on n'est pas dans le cas d'une double nationalité, ce qui pourrait ajouter encore plus de complexité. Ah bah tiens, partie D, si cette personne possède la nationalité de chacun des États ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États tranchent la question d'un commun accord. Alors ça, c'est assez générique aux conventions fiscales, c'est-à-dire qu'en dernier lieu, si on n'arrive pas à déterminer avec les règles la résidence fiscale, tout simplement on demande aux impôts. Les impôts, là en l'occurrence les impôts français vont contacter les impôts néerlandais et ils vont trancher la question. Ils vont décider, voilà, pour une année fiscale donnée, si vous êtes fiscalement résident en France ou à l'étranger. Alors encore une fois, ça peut avoir de grosses implications concernant les revenus du travail ou les revenus du capital. Par contre, les revenus immobiliers, on a vu que ça ne dépendait pas de la résidence fiscale. Vous les payez toujours dans le lieu où est situé le bien. La seule différence, c'est si on va avoir ce taux minimum de 20% ou pas. Voilà. Alors pour comprendre à quoi s'applique ce taux minimum de 20%, il faut reprendre le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc on a des tranches d'imposition en fonction du revenu net imposable. Donc inférieur ou égal à 9 807, on paye 0% d'impôt. De 9 808 à 27 086, on paye 14%. De 27 087 à 72 617, on paye 30%, etc., etc. Donc on a la tranche à 0%, la tranche à 14%, la tranche à 30%, la tranche à 41% et la dernière tranche qui est à 45%. Alors, on va prendre le cas maintenant d'une location meublée, donc un LMNP, déclaré au régime réel. Alors, si par exemple on a des revenus, un résultat comptable négatif, donc avec un résultat fiscal nul, combien va-t-on payer d'impôts ? On aura donc un revenu net imposable
de 0. Et donc on paiera 20% de 0, ça fait 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous amortissez et si vous réussissez à avoir un résultat fiscal nul, normalement c'est ce qu'on arrive à faire durant 10 ou 15 ans, eh bien que vous soyez résident fiscal à l'étranger avec un taux minimum de 20% ou que vous soyez fiscalement en France, bah, ça ne va rien changer. Donc maintenant, si on a un revenu net imposable de 9 000 €, et on va partir du principe qu'on n'a pas d'autres revenus qui viennent s'ajouter. Ça va être plus facile de comparer comme ça. Bah, si on est en France, si on est résident fiscal français, le taux d'imposition pour un revenu net imposable de 9 000 €, bah, c'est 0%. Alors que si on est résident fiscal à l'étranger et qu'on a 9 000 € de revenus nets imposables, donc dû à l'immobilier, c'est-à-dire un résultat fiscal positif de plus 9 000 €, eh bien on va payer 20% au lieu des 0% qu'on aurait payé si on avait été résident fiscal français. De la même manière, si on a un résultat fiscal de plus 27 000 €, donc là ça commence à être des bons revenus locatifs. Et si on a ce même résultat en France, bah en France, on va payer donc 0% sur la tranche de 0 à 9 807 et 14% de la tranche de 9 808 à 27 000 €. Donc 0% sur une partie et 14% pour l'autre. Cela fait un taux moyen d'imposition d'environ 9%. Alors que si on avait été fiscalement résident à l'étranger, on aurait payé un taux minimum de 20%. Donc là, ça commence à être significatif. On passe d'un taux d'imposition de 9% à 20%, suivant qu'on est résident fiscal français ou étranger. Voilà. Alors si on dépasse ce taux moyen d'imposition, donc par exemple qu'on a un revenu net imposable de 50 000 €, donc 50 000 € par exemple de revenus locatifs, donc un résultat fiscal de plus 50 000 €, alors là, comment ça va fonctionner? Si on est résident fiscal français, donc on va passer par les différentes tranches d'imposition, donc jusqu'à 9 800, on est à 0%, de 9 808 à 27 000, on est à 14%, et de 27 087 à 50 000 €, on sera à 30%. Maintenant, si on avait été fiscalement résident à l'étranger, eh bien, on aurait été sur la tranche à 20% jusqu'à 27 087. Et de 27 087, là, on va reprendre le barème progressif. Donc de 27 087 à 50 000, on aurait été à 30%. Donc sur la tranche marginale d'imposition de 30%. Voilà. Donc c'est là où on comprend en fait le taux minimum d'imposition, donc qui est à 20%. Et ensuite, dès qu'on dépasse donc la troisième tranche, on reprend le barème progressif avec 30%, 41%, 45%, donc les différentes tranches fiscales qui sont au-dessus de 20%. Alors on comprend un petit peu pourquoi ils ont mis en place cette règle. Eh bien, c'est parce que quand on est résident fiscal à l'étranger, les revenus du travail sont fiscalisés à l'étranger. Alors que quand on est résident fiscal français, les revenus du travail sont fiscalisés en France. Donc ça veut dire que les revenus immobiliers vont venir s'ajouter aux revenus du travail. Donc si une personne travaille en France et qu'elle a 30 000 € de revenus, et 30 000 € de revenus du travail et 9 000 € de revenus immobiliers, ben on va se retrouver avec 39 000 €. Donc on va aller sur une tranche d'imposition qui va être la tranche d'imposition marginale à 30%. Voilà. Alors j'ai pas parlé, là vraiment je parle du régime réel. Pour le micro-BIC, c'est le même principe, sauf qu'il y a un abattement de 50%. Mais c'est le même principe. Alors je vais présenter maintenant une exception à la règle des 20%. Donc la règle des 20%, donc c'était le minimum de 20% d'impôt à payer si on a de l'immobilier en France et qu'on
on est résident fiscal à l'étranger, eh bien, il y a une exception à cette règle. Donc, c'est dans le même document que j'avais présenté initialement, Bulletin officiel des impôts. C'est dans la partie 390, exception au principe. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'article 197A du CGI permet aux contribuables de justifier que le taux moyen de l'impôt résultant de l'application du barème progressif à l'ensemble de ses revenus de source française et étrangère serait inférieur au taux minimum de 20%. Ce taux inférieur est alors appliqué à ses seuls revenus de source française. Donc ça, c'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est fiscalement à l'étranger, résident fiscal à l'étranger, donc par exemple aux Pays-Bas. On a notre travail aux Pays-Bas, donc on paye nos impôts sur les revenus de notre travail aux Pays-Bas, donc ça, il n'y a pas de problème. On a de l'immobilier en France, avec des revenus locatifs, sur lesquels on va payer des impôts en France. Maintenant, si on prend la somme de nos revenus du travail aux Pays-Bas, plus nos revenus locatifs en France, et si on arrive à prouver que ces revenus, donc l'un de source étrangère, l'autre de source française, auraient généré un impôt inférieur à 20%, donc un taux moyen d'imposition inférieur à 20%, alors nous pouvons demander une rectification du taux. C'est-à-dire, si le taux moyen d'imposition aurait été de 10%, eh bien on peut demander l'application de 10% et pas donc de 20%. Donc on peut faire annuler cette règle du minimum de 20% et on peut demander une rectification. Alors ça va être particulièrement intéressant pour certains expatriés. Alors pas pour tous. Pour les expatriés qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger, si on fait la somme de leur salaire à l'étranger plus leur revenu locatif, eh bien on va avoir un taux moyen d'imposition qui sera très probablement supérieur à 20%. Et donc, cette règle ne va pas s'appliquer. Mais pour des expatriés, pour des résidents fiscaux à l'étranger, qui auraient des petits salaires ou qui n'auraient pas de salaire du tout, on peut être domicilié à l'étranger, vivre à l'étranger et ne pas avoir de travail, de revenus à l'étranger. On peut vivre à l'étranger en ayant des revenus locatifs, par exemple, en France. C'est possible. Et bien, pour ce type de profil, et bien là, cette règle va être vraiment extraordinaire parce qu'on va pouvoir appliquer le même taux qu'on aurait eu si on avait été résident français. Alors, ils prennent un exemple qui est assez intéressant et puis derrière, moi, je donnerai un autre exemple peut-être encore plus parlant. Donc ils disent soit un contribuable domicilié hors de France, donc par exemple aux Pays-Bas, marié et ayant 2 enfants à charge, qui a disposé en 2016 des revenus suivants, donc revenus de source française, donc là il prend des revenus fonciers, donc immobiliers, net imposable, donc 7 500 € de revenus fonciers. Ensuite des revenus de source étrangère, donc là ça va être les revenus de son travail, alors donc il gagne 33 500 € donc, et 1 500 € d'intérêt de créance. Au total, si on fait la somme donc de ses revenus de source française plus ses revenus de source étrangère, on obtient 39 150 €. Et on regarde sur ces 39 150 € combien il aurait payé d'impôts en France. Quel aurait été son taux moyen d'imposition? Et donc là, ils mettent impôt français normalement dû sur les seuls revenus de source française par application du taux minimum. Donc là, c'est 20%. Donc ça, c'est le taux. Ça, c'est si on n'applique pas justement cette exception. Impôt français théoriquement dû sur l'ensemble des revenus mondiaux par application du barème progressif. Donc là, il faut le calculer. Il faut aller sur chacune des tranches d'imposition. Là, on voit qu'on est à 1 403 €. Donc on recalcule le taux moyen d'imposition. On est à 1 403 divisé par 39 150, on est à 3,58%. Ce taux moyen étant inférieur à 20%, l'impôt effectivement dû en France est de 7 500, donc là ça c'est les revenus locatifs, multiplié par 3,58%. Donc
il passe, son impôt vient d'être rectifié, écoutez bien, hein, vient d'être rectifié de 1500 euros, donc ça c'était le 20% minimum, à 269 euros. Donc c'est énorme. C'est-à-dire que dans un cas, il paye beaucoup d'impôts, et après rectification, il ne paye plus rien. Quasiment plus rien, 269. Et pourtant, intéressant, c'est qu'il gagne quand même 35 000 euros, 33 500 euros. Ça ne gagne pas rien du tout quand même. Il a un petit salaire à l'étranger, mais ça reste un salaire quand même. Donc cette rectification nous montre quelque chose de très intéressant. C'est que si vous êtes résident fiscal à l'étranger et que vous avez un petit salaire, ou que vous n'avez pas de salaire du tout, et que vous avez des revenus locatifs en France, eh bien en demandant cette rectification, eh bien vous allez, dans la grande majorité des cas, ne pas payer d'impôts du tout. Vous serez dans la tranche à 0%, ou bien vous allez payer très peu d'impôts, vous serez dans les premières tranches d'imposition. Donc ça c'est particulièrement intéressant. Alors pour en bénéficier, donc il faut être inscrit au centre des impôts des non-résidents en France, c'est-à-dire qu'il faut se déclarer au centre des impôts des non-résidents. Il faut remplir ses revenus de source étrangère, donc si vous n'en avez pas, vous mettez 0, si vous en avez comme ici 33 500, vous mettez 33 500. Donc c'est dans une case qui s'appelle revenus de source étrangère, dans les déclarations de revenus personnels, et de remplir bien sûr vos revenus locatifs, que vous soyez en régime micro ou en régime réel. Et donc le système devrait faire en sorte qu'il n'applique pas ce taux minimum de 20%, mais applique un taux rectifié. Si jamais il y a un bug dans le système, il ne faut pas hésiter à écrire aux impôts en demandant l'application de cette exception à la règle, en notant les références et en recalculant vous-même donc le taux qui devrait être applicable sur vos revenus locatifs, sur le même exemple que celui qui a été fourni ici par les impôts eux-mêmes. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Voilà, je vous remercie.